Si vous ne deviez retenir qu'un seul chiffre aujourd'hui, ce serait celui-là, la dette des États-Unis. Dans les médias, on entend souvent 37 000 milliards de dollars. Et c'est déjà un chiffre qui donne le vertige. Mais si on regarde le compteur officiel du Trésor américain fin décembre 2025, on est plutôt autour de 38 000 milliards. Oui, 38 000 milliards. Un nombre tellement grand qu'il finit par ne plus rien vouloir dire. Alors ce que je veux faire dans cette vidéo, c'est lui redonner un sens. Pas en mode panique, pas en mode complot, pas en mode tout va s'effondrer demain. En mode data et patrimoine. On pose les hypothèses, on fait les calculs et on voit ce qui tient debout. Si vous cherchez une chaîne qui vérifie les chiffres avant de parler, au lieu de vous vendre du rêve, alors le bouton s'abonner est juste en dessous. Ici, on respecte votre intelligence et votre temps. Et bienvenue au nouveau. Une thèse circule beaucoup en ce moment, relancée notamment par les déclarations d'un conseiller russe, Anton Kobiakov. Son idée, en version très résumée, les États-Unis vont utiliser les stablecoins pour exporter leur inflation au reste du monde. Et ils finiront par s'appuyer sur le Bitcoin comme réserve de valeur pour traverser la tempête. En gros, la crypto ne serait pas l'ennemi du dollar. Elle serait un outil pour sauver l'hégémonie du dollar. Je ne suis pas là pour commenter la géopolitique. Je suis là pour répondre à une question simple. Est-ce mathématiquement plausible? Et je te préviens, à la fin, tu vas voir deux choses en même temps. Premièrement, que certains mécanismes sont cohérents. Et deuxièmement, que pour que le Bitcoin efface la dette, il faut des conditions extrêmes. Le mot important, c'est conditions. Avant d'entrer dans les chiffres, je pose un cadre. Je ne dis pas quoi acheter, je ne dis pas quoi vendre. Je te donne un modèle mental, des ordres de grandeur et des scénarios. À toi de l'utiliser avec ton niveau de risque et ton horizon. Allez, on commence par le mur de la dette. Quand on dit 38 000 milliards, la question c'est est-ce qu'un État peut rembourser ça comme toi tu rembourses un crédit? La réponse courte, non, pas de la même façon. Un État comme les États-Unis a trois leviers classiques. Le premier, c'est augmenter les revenus. Plus d'impôts, plus de croissance, plus d'activité. Le deuxième, c'est réduire les dépenses. Le troisième, c'est jouer sur la valeur réelle de la dette via l'inflation. Et là, on touche au cœur du sujet. Parce que dette nominale et dette réelle, ce n'est pas la même chose. La dette nominale, c'est le nombre écrit sur le papier, 38 000 milliards. La dette réelle, c'est ce que cette somme représente en pouvoir d'achat. Si tu dévalues ta monnaie, tu peux en quelque sorte rembourser une dette avec une monnaie qui vaut moins. Ce n'est pas un truc de méchant, c'est un mécanisme historique. Une dette à taux fixe, remboursée avec une monnaie qui perd de la valeur. C'est une dette qui s'allège en termes réels. Et c'est précisément pour ça que l'inflation est un impôt invisible. Elle ne te demande pas ton accord, elle te prend du pouvoir d'achat. Maintenant, la thèse stablecoin dit quoi? Elle dit les États-Unis pourraient étendre la sphère du dollar via des dollars tokenisés. Pas juste des billets et des comptes bancaires américains, mais des stablecoins utilisés partout dans le monde, 24 sur 24, 7 jours sur 7, sur Internet. Et là, il y a un point très important. Un stablecoin, ce n'est pas une baguette magique. Ce n'est pas la dette qui devient un token par miracle. Un stablecoin, ce n'est pas une promesse privée. Je te dois un dollar. En général, adossé à des réserves, souvent des bons du trésor à court terme et du cash. Donc, c'est surtout une nouvelle tuyauterie pour faire circuler des dollars et financer l'État américain par ricochet si la demande de T-bills explose. Et c'est là que le sujet devient sérieux. Parce qu'en 2025, la régulation a avancé aux États-Unis. Le Genius Act, signé en juillet 2025, crée un cadre fédéral pour les paiements stablecoin. Exigences sur les réserves, supervision, audit, etc. Traduction, on est en train de rendre compatible le stablecoin avec la finance traditionnelle. Donc, scénario possible, des stablecoins plus institutionnels, plus réglementés, qui deviennent une infrastructure mondiale de paiement et de settlement. Et si ces stablecoins sont majoritairement adossés à de la dette américaine à court terme, tu crées une demande structurelle pour cette dette. Tu facilites le financement. Est-ce que ça efface la dette? Non, ça ne la supprime pas. Mais ça peut aider à la porter, à l'absorber, à la refinancer. Maintenant, comme on calcule, on va faire un premier test, un test de taille. Fin 2025, la capitalisation totale des stablecoins tourne autour de 306 milliards de dollars. 306 milliards, c'est énorme à l'échelle crypto. Mais à l'échelle du dollar, c'est quoi? La masse monétaire M2 américaine fin 2025, c'est environ 22 300 milliards de dollars. Donc 306 milliards, c'est environ 1,4% de M2. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les stablecoins ne sont pas la planche à billets. Ce sont un rail, une tuyauterie,
un pont entre le dollar et Internet. Pour avoir un effet macro massif sur la dilution de l'inflation, il faudrait des stablecoins à plusieurs trillions. Pas impossible sur 10 ans, mais on n'y est pas encore. Donc premier verdict, oui, stablecoin égale extension du dollar et potentiellement plus de demandes sur les T-bills. Mais non, stablecoin n'efface pas la dette. Ce n'est pas sérieux à ce stade. La deuxième partie est le Bitcoin. Et c'est là que les fantasmes commencent. Donc je vais être très carré. L'idée Bitcoin efface la dette repose sur un mécanisme de réévaluation. En gros, si les États-Unis détiennent une quantité significative de Bitcoin et que le Bitcoin monte énormément, alors cette réserve pourrait représenter une valeur gigantesque. Il y a un élément réel dans cette histoire. En mars 2025, un executive order a été signé pour établir une stratégique Bitcoin réserve, en capitalisant sur les bitcoins déjà saisis par l'État. Et plusieurs sources estiment que l'État américain détient autour de 200 000 bitcoins. Souvent, on cite environ 198 000 bitcoins. Je te rappelle aussi le contexte de marché. Le bitcoin a touché un sommet historique début octobre 2025 autour de 126 000 dollars. Ensuite, depuis fin novembre 2025, on l'a vu osciller entre grosso modo 80 et 95 000 dollars. Donc, on a un actif ultra volatile, mais qui est capable de faire des moves gigantesques. Maintenant, on va faire le crash test mathématique. Scénario simple, volontairement brutal, parce que les ordres de grandeur sont plus pédagogiques que les débats Twitter. Dans l'hypothèse A, les États-Unis gardent environ 198 000 bitcoins en réserve. L'hypothèse B, la dette totale autour des 38 400 milliards de dollars. La question, quel prix du bitcoin faudrait-il pour couvrir 10% de cette dette? Juste 10%, pas 100%. Calcul, 10% de 38 400 milliards, c'est 3 840 milliards. Divise ça par 198 000 bitcoins, tu obtiens un prix autour de 19,4 millions de dollars par bitcoin. Je répète, pour couvrir 10% de la dette avec 198 000 bitcoins, il faut un bitcoin à environ 19 millions. Je fais une pause là-dessus. 19 millions. Honnêtement, avant que je pose le calcul, vous aviez quel chiffre en tête? Dites-le moi en commentaire. Je suis curieux de voir si votre intuition était proche de la réalité mathématique ou à des années-lumière. Et si tu veux couvrir 20%, on double, environ 38,8 millions. Et si tu veux couvrir 100%, là tu arrives autour de 194 millions de dollars par Bitcoin. Alors, est-ce que c'est impossible? En mathématiques, non, rien n'est impossible. Mais économiquement, tu comprends tout de suite le message. Si quelqu'un te vend Bitcoin efface la dette comme une certitude, il est en train de te vendre une hypothèse de réévaluation extrême, presque civilisationnelle. Et ça, c'est un point clé à retenir. Cette thèse n'est pas fausse, elle est conditionnelle. Elle exige un monde où le Bitcoin devient une réserve de valeur globale avec une capitalisation qui écrase toutes les classes d'actifs actuelles. Ça peut arriver sur plusieurs décennies, mais ce n'est pas un bouton on-off en 2026. Maintenant, on peut rendre le scénario plus sophistiqué avec une idée à la microstratégie. Emprunter pour acheter du Bitcoin. Je résume le principe sans jargon. Si tu peux emprunter à un taux inférieur au rendement moyen du Bitcoin sur le long terme, tu peux leverager ta réserve. C'est ce que MicroStrategy a fait à sa manière. Un État peut-il faire pareil? Techniquement, oui. Il peut émettre de la dette et en acheter des actifs. Il le fait déjà indirectement pour certaines politiques. Le vrai sujet, c'est est-ce que c'est soutenable politiquement et économiquement? Là, je pose un modèle simple. Si l'État emprunte à 5% en moyenne et que Bitcoin fait 15% annuel sur 20 ans, tu as un spread positif. Sur le papier, ça marche. Sauf que le Bitcoin ne fait pas 15% de façon lisse. Il fait plus de 100, puis moins 70, puis 150%, puis moins 50. Et un État, ce n'est pas un trader. Il doit gérer la stabilité sociale, la confiance, les élections, les crises. Donc, le scénario micro-stratégie étatique a deux limites massives. Limite numéro 1, la volatilité. Tu ne peux pas baser une stratégie de dette souveraine sur un actif qui peut perdre 60% en un an sans déclencher une crise politique et monétaire. Limite numéro 2, la crédibilité du dollar. Si les marchés comprennent que les États-Unis impriment pour acheter du Bitcoin, tu peux déclencher l'effet inverse. Hausse des taux, fuite vers d'autres monnaies, crise de confiance, bref, tu joues avec le feu. Donc, le scénario réaliste n'est pas on imprime pour acheter du Bitcoin à gogo. Le scénario réaliste, c'est plutôt on conserve ce qu'on a, on encadre les stablecoins pour renforcer la demande de dette à court terme et on laisse l'écosystème croître. Et là, on arrive à un point subtil. Ce plan, si plan il y a,
ne vise pas à effacer la dette, il vise à la rendre finançable dans un monde numérique tout en gardant le dollar au centre. Et c'est là que je veux être très clair. Le dollar ne meurt pas parce que Twitter le souhaite. Le dollar meurt quand le monde cesse de l'utiliser pour le commerce, pour la dette, pour l'énergie, pour les réserves. Et pour l'instant, il n'y a pas de remplaçant simple. Bitcoin peut être une réserve de valeur. L'or aussi. Certains pays diversifient. Mais le système a de l'inertie, beaucoup d'inertie. Donc, la vraie question, ce n'est pas Bitcoin a-t-il sauvé le dollar? La vraie question, c'est Bitcoin peut-il devenir un actif stratégique dans un monde où la dette et la monnaie sont sous tension? Et là, ma réponse est oui, et c'est déjà en train de se produire à petite échelle. Regarde juste l'effet de 2025. On a une régulation stablecoin qui se structure. On a un narratif politique aux États-Unis qui devient pro-crypto sur certains aspects. On a une adoption institutionnelle qui continue via les ETF et les produits régulés. Et on a un Bitcoin qui a prouvé qu'il pouvait monter à 126 000 dollars et ensuite corriger violemment. Ça, ce n'est pas un complot. C'est un marché qui mûrit et qui se structure. Et je veux aller un cran plus loin, parce que sinon on reste sur des slogans. Deuxième crash test, la sensibilité. Parce que tout dépend de deux variables. Combien de Bitcoin tu as et quel pourcentage de dette tu veux réellement couvrir. Imaginons trois tailles de réserve. Petite réserve, 200 000 Bitcoin, c'est l'ordre de grandeur actuel. La réserve intermédiaire, 1 million de Bitcoin. Et la réserve massive, 5 millions de Bitcoin. Et je te rappelle qu'il y aura au maximum 21 millions de Bitcoin. Donc 5 millions, c'est déjà un monde parallèle. On refait le calcul sur 10% de dette, donc environ 3 840 milliards. Avec 200 000 bitcoins, on l'a vu, 19 millions par bitcoin. Avec 1 million de bitcoin, tu divises par 5. Tu tombes autour de 3,9 millions par bitcoin. Avec 5 millions de bitcoin, tu divises par 25. Tu tombes autour de 775 000 dollars par bitcoin. Là, tu vois le truc. Si tu augmentes énormément la quantité de bitcoin détenue, le scénario couvrir une part de la dette devient moins astronomique. Mais tu bascules dans un autre problème. Comment tu accumules 1 million ou 5 millions de bitcoin sans exploser le marché, sans déclencher un choc géopolitique, sans que tout le monde comprenne que tu changes les règles du jeu? Encore une fois, mathématiquement, on peut écrire les équations, mais économiquement, le chemin pour y arriver compte autant que le résultat. Troisième crash test. L'export d'inflation via stablecoins. Quand on dit exporter l'inflation, l'idée n'est pas que l'inflation disparaisse. L'idée, c'est que si le reste du monde a besoin de dollars ou de dollars tokenisés, alors une partie de la création monétaire est absorbée par une demande mondiale. Le dollar devient une monnaie mondiale et ce statut permet aux États-Unis d'emprunter dans leur propre monnaie à des conditions plus favorables. C'est ce qu'on appelle parfois le privilège exorbitant. Mais là aussi, les ordres de grandeur sont importants. Aujourd'hui, 306 milliards de stablecoins, ce n'est pas un tsunami. Si demain on passe à 3000 milliards, donc 10 fois plus, là tu commences à parler d'un acteur systémique. Et à 10 000 milliards, tu as carrément une couche monétaire parallèle, où des entreprises privées émettent des dollars sous supervision. Tu vois où je veux en venir? Ce scénario n'est pas crypto contre État. C'est potentiellement crypto contre l'infrastructure de l'État, ou au minimum comme prolongement du système dollar. Et ça change totalement la lecture qu'on doit avoir. Le risque, ce n'est pas seulement la volatilité. Le risque, c'est la gouvernance. Qui a le droit d'émettre? Quels sont les actifs en réserve? Quelles règles de gel? Quelles sanctions? Quel audit? C'est là que la bataille se joue, beaucoup plus que dans les tweets. Donc, si tu veux une thèse sobre et solide, tu peux la formuler comme ceci. Les stablecoins peuvent renforcer la demande mondiale de dette US. Le Bitcoin peut devenir une réserve de valeur alternative, mais aucun des deux ne résout la dette. Il change seulement les options du jeu. Maintenant, je te donne ma conclusion en trois niveaux, comme d'habitude. Niveau 1, la news. Une déclaration russe qui dit les US vont utiliser stablecoins plus Bitcoin pour gérer la dette. Ok, c'est une narration géopolitique, ça fait cliquer, mais ce n'est pas une preuve. Niveau 2, la mécanique. Stablecoin peut étendre la sphère du dollar et renforcer la demande de T-bills. Ça, c'est cohérent. Une meilleure tuyauterie financière peut aider à financer un État très endetté. Niveau numéro 3, les maths. Pour que le Bitcoin couvre une part significative de la dette avec 200 000 Bitcoins, il faut des prix à des dizaines de millions. Donc ce n'est pas un scénario de court terme, c'est un scénario long terme qui suppose une transformation profonde de la réserve de valeur mondiale.
Et maintenant, la question que tu attends, est-ce que ça change ma stratégie? Ma réponse, c'est ça ne me fait pas devenir un gambler, ça me fait devenir plus discipliné. Si ton hypothèse de base est que le monde va vers plus de dettes, plus de tensions monétaires, plus d'instabilité géopolitique, alors tu veux des actifs qui résistent à ça. Pas des promesses, des actifs. Et dans ce cadre, Bitcoin peut jouer un rôle. Pas parce qu'il va effacer la dette, mais parce qu'il est un actif rare, mondial, portable et de plus en plus institutionnalisé. Donc, si tu me suis depuis un moment, tu connais la conclusion. La stratégie, ce n'est pas d'all-in parce qu'un conseiller russe a dit une phrase. La stratégie, c'est un plan, un horizon long, un DCA, une gestion du risque. Et surtout, ne pas confondre un scénario spectaculaire avec une probabilité. Et en fait, c'est ça le cœur de la vidéo. Différencier, c'est possible et c'est probable. Alors oui, c'est possible que le Bitcoin devienne une réserve de valeur mondiale et atteigne des niveaux délirants sur plusieurs décennies. Mais ce n'est pas probable que ça se fasse de façon linéaire, propre, sans crise, sans régulation, sans conflit. Et si tu veux te positionner intelligemment, tu fais comme un ingénieur. Tu prends une exposition que tu peux tenir psychologiquement pendant des drawdowns, parce que les drawdowns, ils viendront. Toujours. Souvent. Et je termine avec une phrase qui résume tout. Si ton portefeuille dépend d'un scénario parfait, ce n'est pas un portefeuille, c'est un ticket de loterie. Merci de votre attention. On se retrouve dans la prochaine analyse. Comme ça, on arrête de parler en opinion et on parle en chiffres. Si cette vidéo t'a été utile, abonne-toi, car ici on ne spécule pas, on calcule. Et je te dis à très bientôt. Allez, ciao!